commence avec Sébastien Gadel, donc d'Aix-Marseille Université. Et on commence avec le principe général et le potentiel de la télédétection pour gérer les territoires. Sébastien, je vous laisse la main. Bon, Non. merci Cyril. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ah, Oui, je vous oui, on entends. vous Oui, entend bien. Très bien. parfait. Très, très bien. Écoutez, bonjour à tous. Et puis aussi, écoutez, bonjour à l'ensemble des étudiants, et notamment des étudiants, c'est du master géomatique et modélisation spatiale, qui est à Aix-Marseille Université, et qui est un master, en fait, qui s'inscrit, c'est dans le programme Copernicus. Voilà. Donc ça, je vous remercie tous. Alors, on a que les Master 1 cette année, enfin là. J'espère qu'au mois de juin, on aura les Master 1 et les Master 2, les Master 2 étant pris par des cours de Python en géodatabase et puis télédétection. Alors, l'idée, en fait, on m'a contacté, hein, c'est pour faire un peu un petit tour d'horizon hein, sur les questions liées à la télédétection. Alors, le programme, je n'ai pas accès pour le partage d'écran. Si on peut me donner si on pourrait me donner la main. Oui, oui, bah Cyril va s'en charger, parce que là, j'ai pas la main non plus là-dessus, là. D'accord. Donc, je fixe. Alors, ça va être une présentation, hein, ça va être une présentation quand même d'ordre général. Pour vous expliquer un peu, c'est les principes qui sont liés à la télédétection et puis surtout le type d'applications qui sont faites et puis dans quel contexte. Donc voilà, donc dès que j'ai la main, je fais un partage d'écran et puis c'est parti. Mais là, j'ai pas la main. Oui. Hum, Moi, j'en profite, moi, simplement, et c'est vrai Cyril a cité les principaux organisateurs, mais il y a aussi Dataterra, Dataterra, ouais. l'infrastructure de recherche à mettre en disposition des ressources, des services pour mener des études, des travaux et favoriser l'innovation. Il y a aussi l'UMR Espace de l'Université d'Avignon, mais l'UMR Non, Espace qui est sur plusieurs, qui est à Aix, voilà, qui est alors moi je à suis l'UMR Besançon. Espace. Vas-y, Moi, je allez-y, suis- Sébastien. Alors non, enfin, c'est l'UMR Espace. Moi je suis à Aix, hein, donc c'est l'UMR Espace dans sa totalité. Voilà. Exactement, voilà. Donc, Hein, non pas je disais d'Avignon. Avignon parce qu'au départ, on devait être Voilà. accueilli à Avignon, mais c'est vrai que le MR Espace est sur plusieurs universités. Oui. Et Sébastien a bien voulu justement participer à cette journée. Est-ce que Avec Donc c'est là, prêt, plaisir. Cyril? oui. Donc là, Sébastien, normalement, vous avez la main. Super, merci à vous, donc Cyril. Hop, tac, ça doit être là. Alors, good one. Est-ce que vous voyez? Oui. Super, on commence depuis le début. Ok, rebonjour à tous. Merci c'est de m'avoir invité. Et puis, écoutez, je repasse le bonjour donc, à tout le monde. Alors, c'est toujours un exercice un peu difficile parce que on ne sait pas si on doit faire une présentation qui est spécialisée ou alors une présentation d'ordre général. Alors, j'ai fait un mixte entre les deux parce qu'à la fois, c'est des personnes, des étudiants qui sont des spécialistes et des personnes peut-être qui sont novices. Alors, ça va être une présentation, hein. Moi, je le fais donc en anglais. Enfin, je vais parler en français là, mais si vous voulez que je parle en anglais, donc il n'y a pas de problème, hein. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que la télédétection, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et son application qui est liée donc à l'aménagement et puis donc à l'urbanisme date, grosso modo, c'est du 19e siècle. Alors, on verra ça après, à partir de quelques exemples. Et on a eu en fait une généralisation de l'utilisation, c'est des méthodes et des techniques qui sont liées à la télédétection depuis, grosso modo, c'est les années 60. Et maintenant, donc, à travers le programme Copernicus, mais à travers d'autres programmes spatiaux qui sont portés à la fois c'est par l'ONU, mais aussi c'est du côté américain, on a cette explosion, en fait, c'est de l'offre et des différents types d'applications. Et il y a toujours, à mon avis, un livre clé qui a été écrit, en fait, en 98, hein, et c'est People and Pixel. Et c'est peut-être le livre qu'il faut lire pour comprendre, en fait, c'est pourquoi donc nous sommes là donc aujourd'hui dans ce séminaire et qui établit, c'est la question c'est de l'utilisation de l'imagerie spatiale pour l'aménagement et puis pour l'urbanisme, à la fois pour les maîtres d'ouvrage, mais aussi c'est pour les chercheurs ou les gens qui sont dans des domaines qui sont liés à la décision. Alors,
Actuellement, c'est vrai que, et c'est notamment c'est poussé en Europe, mais aussi c'est poussé en Chine, c'est poussé aux États-Unis depuis très très longtemps. En fait, on est dans un élément où on essaye à travers la télédétection, c'est d'associer pour les questions qui sont liées donc à l'aménagement, à la planification, c'est qu'elle aide à la décision, mais aussi à la prospective, hein, parce qu'il y a une très forte utilisation de la télédétection vis-à-vis de la prospective dans une interaction qui va à la fois donc toucher, c'est des questions qui sont liés donc au développement, c'est des territoires, c'est des populations, des sociétés, mais en interaction étroite avec l'environnement et avec une intégration de plus en plus poussée. Donc, c'est des questions et des problématiques qui sont liées donc, au changement climatique et de leur mise en application, si vous voulez, c'est tout ce qui touche aux futurs outils qui sont mis en place. Et là, je montrais donc un exemple qui est fait dans le cadre d'un programme qu'on a avec Aix-Marseille Métropole et puis avec mes doctorants, avec Mounir au Qatar, qui est en ligne sur l'utilisation de la télédétection. C'est pour estimer et puis pour cartographier donc, les stocks de carbone donc, organique des sols. Et donc, on est dans cette logique-là, en fait, c'est de mise en place de ces méthodes et puis d'outils qui vont servir donc à l'aménagement. Ça, c'est un point ce qui est important. Alors, pour revenir à ce que je vous disais, voilà. Donc ici, vous avez les deux premières images, les deux premières photographies qui ont été prises et qui ont été prises, c'est sur le petit Clamart et qui ont été utilisées à partir du milieu, c'est du 19e siècle. Et c'est pour à la fois pour faire de la cartographie, pour faire de la planification, de la restructuration donc de Paris en tant que tel, mais aussi c'est pour estimer donc c'est la qualité donc des bâtiments. Et ces processus, on ne s'en rappelle plus, mais ont été généralisés avec l'utilisation c'est de cerfs-volants qui vont prendre c'est des photographies donc en continu, c'est des différentes villes. Alors on a un processus de cette utilisation que ce soit en France, en Allemagne, en Fédération de Russie à l'époque. Et donc, on va cartographier, c'est donc les villes, et on va l'utiliser, c'est pour mettre en place, donc, c'est des plans d'aménagement, et ce processus, donc, ça va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, la télétection, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que la plupart le savent, là, j'ai une petite vidéo, là, actuellement, depuis en fait les années 60 et leur généralisation avec l'apparition des images numériques avec le satellite Landsat 1, on va se retrouver avec un vecteur, c'est qui est un satellite, et qui va avec différents types de capteurs. Alors, souvent, c'est des capteurs qui sont pris dans différents domaines du spectre électromagnétique. Et ce qu'on va prendre, un certain nombre d'images de la surface de la Terre et l'un des intérêts, c'est qu'on va avoir donc une donnée qui à la fois va être standardisée, donc qui va être reproductible et qui va nous permettre donc à la fois de faire des analyses qui vont avoir lieu c'est sur plusieurs années, donc d'étudier les dynamiques spatiales. Alors, les différents satellites qui sont à disposition actuellement, on a grosso modo des satellites qui ont une résolution spatiale qui va de 30 cm jusqu'à plusieurs kilomètres. C'est ce qui nous permet en fait de faire des analyses dites multi-échelles, à la fois à l'échelle des bâtiments comme à l'échelle donc des grandes régions donc urbaine. Ça, c'est un élément qui est important et on est, si vous voulez, dans la mise en place de ce qu'on appelle donc une infosphère dans des bulles géospatiales visant à contrôler donc c'est les territoires par l'imagerie spatiale et on est dans une logique, c'est de compétition, si vous voulez, entre trois grands acteurs, qui sont l'Union européenne avec l'ESA à travers le programme Copernicus, avec ses partenaires et puis compétiteurs américains, et avec ses collègues et compétiteurs donc chinois en tant que tel. Alors l'autre point qui est important pour vous pour faire bien saisir, ça c'est la première image Landsat 1 qui a été prise en 1974, c'est le 12 mars pour être précis, et qui a été prise donc sur Dallas. Et quand on fait un peu les études et qu'on voit un peu c'est l'évolution c'est de l'aéroport, c'est de Dallas et de son environnement, ça va être des éléments qui vont être utilisés en termes d'aménagement, sur lequel on va se rendre compte qu'il va y avoir c'est l'apparition, c'est comme vous voyez donc au nord ici, de grandes manufactures, qui vont être c'est des manufactures industrielles, sur lesquelles on a la crypto, on a des hangars, mais aussi on a c'est des sociétés, donc c'est de biotech. Donc, on a cette capacité, si vous voulez, avec la télédetection, à la fois de suivre c'est les évolutions et les transformations des territoires, mais également
eh ben, c'est de développer un certain nombre d'indicateurs de type géoéconomique ou alors sociétaux qui vont nous permettre, eh ben, c'est d'analyser et puis c'est d'étudier ben, le développement économique et puis territorial donc que des villes. Alors aussi là, hein, à travers les différentes couleurs hein, que vous voyez là eh ben, sur les lacs, ben, ça va être des éléments qui vont aussi nous renseigner sur les niveaux, c'est de pollution ou de non-pollution, c'est donc des lacs. Donc, on a une utilisation massive de ce type, ces deux données, hein, ben, depuis plus de 50 ans, où on va donc étudier ben, l'évolution de ces territoires, puis construire un certain nombre d'indicateurs ben, qui vont être utilisés. Après, c'est pour l'aménagement ou pour la prospective. Alors, depuis les années, enfin, c'est depuis maintenant, c'est quelques années, et depuis ces 2020, quand on a une explosion, en fait, en termes business, et Copernicus est là pour ça, hein, c'est un des supports, ben, de développement à travers deux compagnies qui sont en compétition, avec Maxar, hein, qui est une compagnie donc, canadienne qui est basée donc, aux États-Unis, et avec Airbus, qui chacune d'entre elles va proposer un certain nombre de services qui vont être liés à l'environnement, à l'aménagement, qui vont être liés aussi à tout ce qui est lié eh ben, à la construction, c'est donc que d'ouvrages. Mais ce qu'on oublie aussi un peu trop, c'est ce qui est lié donc aussi c'est aux assurances et puis donc à la finance. Il faut savoir qu'un des plus gros utilisateurs de l'image spatiale, c'est la finance. Et ça, on l'oublie un peu. Et ce sont des éléments, c'est sur lesquels eh ben, c'est qu'on va avoir eh ben, un certain nombre c'est des développements qui sont vraiment c'est multiples, hein, qui vont être jusqu'à la géolocalisation, c'est des antennes GSM, c'est la 5G, ou alors dans les questions qui sont liées à la transition énergétique, eh ben, c'est sur l'implantation donc c'est de fermes, c'est de panneaux solaires, ou alors ben, pour le suivi de tout ce qui est lié donc aux désastres, ou alors donc aux épidémies. Donc, on a énormément d'applications et ces applications sont en train, en fait, d'être construites. À la fois, bah, c'est pas les services de Airbus ou alors c'est de Maxar qui sont donc, c'est les deux compétiteurs. Et nous, on s'inscrit, si vous voulez, dans cette logique-là. Alors, bien sûr, hein, il y a les questions bien sûr, qui sont liées aux inondations, de leurs impacts et puis de leur suivi donc, en temps réel. Parce que, par exemple, là, c'est les travaux hein, ben, qui ont été faits, c'est sur l'Iran, sur le suivi c'est par une unité spatiale donc, de l'épidémie, donc de la Covid-19. Alors, la question qui se pose vraiment, c'est pour nous, ben, à quoi ça sert? Et je pense que l'élément principal, c'est cette capacité, si vous voulez, donc à produire de la donnée et puis à le combiner entre la donnée environnementale et puis de la donnée de type socio-économique et de développer à partir de ça donc un certain nombre eh ben, c'est de modèles qui vont suivre leur évolution, mais qui vont aussi construire un certain nombre d'indicateurs et qui vont nous permettre aussi de nous projeter donc dans le futur, et c'est un des éléments clés en fait de l'utilisation de ces éléments-là. Alors, ça a été dit un peu plus tôt, hein, donc je vais pas me répéter, mais quand même, l'Agence spatiale européenne eh ben, lance vraiment, c'est le New Space Economy, c'est sur lequel donc ben, se construit donc actuellement donc toute une offre de formation, mais également eh ben, les différents types d'applications qui vont être utilisées pour l'aménagement. Donc allez sur la page web parce qu'il y a énormément de choses et énormément c'est de projets qui sont proposés ou de soutien à la fois pour les entreprises que pour les collectivités donc, locales en tant que telles. L'autre point qui est important, on l'oublie un peu trop, c'est que quand même dans le domaine universitaire et dans le domaine de la recherche, quand on regarde, on a quand même plus d'un demi-siècle de travaux de recherche qui sont peu ou pas assez valorisés. Et je crois là qu'il y a vraiment un enjeu fort qui va être en fait de faire c'est du transfert de compétences et du transfert de connaissances. Quand on regarde le nombre d'articles qui sont produits, c'est chaque jour dans ce domaine-là, on est sur une cinquantaine d'articles qui sont publiés. Donc là, vraiment, là, c'est une question, à mon avis, qui est fondamentale, qui est cette question ben, du transfert donc, de connaissances et de compétences. Et ça, c'est un point clé ben, sur lequel ben, les éléments pêchent. Et surtout, paradoxalement, donc en France. Moins dans le reste de l'Europe, moins dans le reste du monde. Mais en France, on est face à une logique où l'intégration spatiale est quand même assez limitée par rapport aux autres pays. Alors,
Pour décrire à peu près ces éléments-là, je vais quand même aller assez vite. Hein. Vous m'arrêtez, hein, parce que j'ai quand même pas mal de choses à présenter, hein, donc vous faites signe, parce que je suis très bavard. Le premier élément, là, c'est sur lequel donc, c'est qu'on travaille, hein, dans un contrat avec Aix-Marseille Métropole. Dans l'estimation, c'est des stocks de carbone donc organisés par Imagerie Spatiale, ben, on va développer dans un premier temps donc, ben, des modèles qui vont simuler ces évolutions donc, de Aix-Marseille Métropole en termes spatial, mais aussi en termes c'est de population. Et on a cette capacité, donc, eh ben, c'est de suivre, ben, c'est l'évolution donc, des villes. Et à travers ça, donc, ce sont des outils extrêmement maintenant qui sont classiques pour nous, mais qui demandent à être transférés en termes de géosimulation ou de géoprospective. Et à travers ça, ben, on peut intégrer différents types de scénarios en termes c'est de postes, en termes c'est de politique d'aménagement. Et ce sont des éléments qui sont donc utilisés, qui vont être après croisés avec d'autres éléments environnementaux. Ça, c'est un élément classique, c'est que l'on a, mais qui mérite d'être rappelé. Autre point important, quand on se positionne sur la question, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais d'adaptation donc, au changement climatique et notamment sur les questions de hotspots et de chaleur. Il y a un processus qui est fait. Donc ça, c'est à travers le nouveau programme spatial Biodiversity. On est en phase P0, hein, il va être lancé en 2025. C'est un satellite dit hyperspectral, donc on a la capacité de balayer un spectre extrêmement large. On a déjà des bêta-tests qui sont faits à la fois sur Toulouse et puis donc en Lituanie où il est présenté ici, où on travaille, si vous voulez, sur la mise en place de modèles extrêmement classiques, hein, ce qu'on va développer sur le modèle de deep learning et de machine learning, donc d'extraction des différents types d'espèces donc, en milieu urbain, qui vont être après utilisés, et ben, c'est comme base de données, et ben, c'est sur l'implémentation, et ben, c'est de nouvelles zones dites vertes en tant que telles. Et l'intérêt, par exemple, c'est de l'hyperspectral, hein, qui est à la fois donc, le présent et le futur, c'est qu'on va pouvoir donc extraire extrêmement facilement et puis rapidement, donc à haute résolution, avec ici, on a plus de 500 bandes spectrales, donc ben, les différents types, c'est l'espèce. Et à travers donc, ce programme, eh ben, on a pu ici donc, eh ben, identifier plus de 371 espèces. 371 espèces, eh ben, c'est qu'en milieu urbain dense. Et ce sont des éléments ben, sur lesquels eh ben, qui sont utilisés eh ben, c'est pour le processus de revégétalisation. Donc c'est la ville, c'est le Kaunas en tant que tel. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un peu une des potentialités, et notamment les potentialités, c'est de l'hyperspectral. Hein, alors, l'Agence spatiale européenne va lancer aussi, après le programme Biodiversity, son programme hyperspectral, parce qu'en fait, on travaille ces deux concerts. Et par ce biais-là, ben, on a cette capacité donc, à détecter les différents types de végétation et d'espèces dans le milieu urbain. Autre point extrêmement classique, oui, qu'est-ce qui se passe là? On vous entend, hein, on vous écoute. Je sais pas Donc si voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé là, c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Alors l'autre point qui est important, c'est ici, là, on va utiliser aussi, c'est l'hyperspectral pour déterminer les différents types c'est de matériaux, et notamment c'est les matériaux de toiture qui composent donc les villes. Alors ça, c'est un point aussi, c'est qui est important dans le processus, c'est de rénovation urbaine, et puis c'est de lutte, eh ben, c'est pour l'efficacité donc énergétique. Donc on va avoir donc un premier travail qui va consister à la fois de détecter les différents types c'est de bâtis par rapport à leur architecture, mais aussi par rapport donc aux matériaux qui vont être utilisés. Et là donc ben, automatiquement ben, c'est qu'on va mettre en place des bases de données qui vont être utilisées après pour cibler quels sont ben, les différents types c'est l'habitat ben, sur lequel donc, on va se focaliser ben, c'est pour le processus de rénovation en termes énergétiques. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments hein, qui sont faits avec l'hyperspectral. Bon, là, donc là, c'est qu'il y en a d'autres. On est aussi sur des logiques de cartographie automatisée, donc des différents types c'est de bâtis par rapport à leur morphologie. Donc je vais passer ça. Et aussi, on a un élément qu'on ne prend pas assez en compte, c'est la prise en compte, enfin, je pense, c'est de la 3D et puis de la 4D. La 3D et la 4D ce sont vraiment fondamentaux, et ben, c'est pour comprendre l'évolution donc c'est des villes et différentes structures territoriales.
Excusez-moi, Oui, Sébastien, je vous propose oui. peut-être peut-être Donc, si vous avez encore un exemple oui, je vais ou avoir de encore un conclure. slide, peut-être. Alors, un slide rapidement pour dire un peu ce que je proposais. Alors, bon, pour conclure, c'était un peu donc ce que je disais, hein. Donc, on a fait des bêta-tests donc sur le Maroc, ici. Donc, c'est par exemple ici, eh ben, c'est de simuler, c'est pour l'aménagement, donc eh ben, c'est toutes les questions de stocks et de carbone, hein. Donc, c'est un travail qui est fait avec Mounir et puis Catherine Keller, hein, qui est au CEREJ. Et donc là, ben, c'est le même principe. Là, on va simuler l'évolution donc urbaine c'est des villes. Et à partir de modèles d'IA, ben, on va faire c'est des modèles donc prédictifs, donc des stocks c'est de carbone, hein, à une profondeur c'est de 15 centimètres. Voilà. Et à travers ça, donc, on a différents types ces deux modèles avec l'exportation. Donc, c'est des facteurs clés sur lesquels après on peut les intégrer en termes d'aménagement, sur quels facteurs on va jouer pour peut-être à terme ben, proposer donc ces logiques de planning d'aménagement. Voilà, donc ça c'est pour un peu vous proposer, hein, c'est déjà un très large panel. Si vous voulez, je vous donnerai donc la présentation. Et pour conclure, il y a un point aussi qui est important, hein, bon, ça sont les questions c'est de simulation hein, qui sont faites pour faire des cartographies d'exposition donc au risque d'inondation qui sont développées par rapport à l'urbanisation et quels sont les types c'est de quartiers et de bâtiments qui vont être touchés. Sur lequel je voudrais conclure, c'est que la détection, et notamment la détection donc, urbaine, a été en fait un des éléments qui a été fondamental et sur lequel donc vont se construire de nouveaux types et de concepts et puis c'est de théories, comme la métropolisation. La notion de métropolisation a été conçue à partir de cette image, donc de ces premières images eh bien, qui avaient été prises donc, dans les années 70. Voilà, donc je reste à votre disposition et puis n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, c'était très bien. Merci, merci beaucoup pour cette introduction générale très claire et puis ces quelques exemples. En termes de questions, alors, soit Philippe, je ne sais pas si tu veux prendre la main, peut-être? Oui, Oui, moi j'ai une question. Sébastien, vous oui, avez parlé à plusieurs reprises de prospective, sachant que la oui. télédétection, ben, les prises de vue, c'est le passé, c'est le présent. Mhm. Donc, comment vous y prenez pour vos simulations, pour vous servir de la télédétection et faire de la prospective? Ah bah, j'aurais pu faire ces présentations. Après, alors, en fait, on développe, c'est des modèles, c'est de simulation, c'est qu'à partir, c'est du présent et du passé. Donc, ça fait presque 20 ans hein, que j'ai développé. Donc, c'est des modèles avec des scénarios classiques. Hein, c'est qu'à partir donc, du présent et du passé, ce qu'on va simuler, donc, eh ben, l'évolution, c'est un territoire en implémentant, là, c'est des contraintes réglementaires, c'est des contraintes environnementales ou voir un certain nombre d'événements, comme une guerre. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on s'amuse à faire eh ben, la simulation en général jusqu'en 2050. En 2050, on a un taux d'erreur qui est d'environ de 30%. Voilà, donc on a différents types de scénarios, mais ce n'est pas nouveau, hein, ce sont des choses qu'on a développées depuis la fin des années 2000 et qui s'est bien sûr au fur et à mesure donc amélioré. Et l'avantage qu'on a maintenant, c'est vraiment la combinaison, si vous voulez, entre la détection et puis l'analyse spatiale. Je pense que l'enjeu est là. Et donc, à travers ça, ben, on peut faire des scénarios de géoprospective, mais aussi de reconstruire donc, le passé. On a aussi, c'est des programmes hein, sur lesquels donc, nous sommes, où on essaye de reconstruire donc, le passé par rapport donc, au présent. Voilà. Donc, on est... Merci. Très bien. Je vois qu'il y a une question dans le chat, alors qu'il y a une question assez générale, mais peut-être vous pouvez donner un élément de réponse. Une question qui dit, quels sont des exemples réussis d'utilisation de la télédétection dans des projets de gestion territoriale en France? Alors, je pense que c'est une question assez vaste et qu'on va aborder aussi au travers des différents champs d'application par la suite. Mais peut-être si vous pouvez donner un exemple que vous connaissez, soit auquel vous avez participé, contribué, ou Alors, un exemple que vous connaissez, ouais. moi, je contribue très très peu hein, c'est qu'aux études en France. Je travaille essentiellement à l'étranger. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en France, on est dans une situation qui est un peu paradoxale et c'est pour ça que je vais répondre. Hein. On est dans une situation un peu paradoxale. La situation paradoxale est que du fait qu'on a un système
géographique et cartographique extrêmement pertinent. C'est les gens, ou plutôt, c'est qu'une approche qui va être basée sur les SIG, sur les bases de données donc existantes. Alors qu'à l'étranger, et notamment donc aux États-Unis, parce que ça dépend c'est de chaque État, on a c'est des systèmes où la télédétection ou l'imagerie spatiale va être utilisée pour pallier à cette absence donc de données ou pour les mises à jour. Donc c'est pour ça que c'est ce paradoxe un peu français. On est à la fois ces leaders dans le domaine spatial, on a des entreprises, et à la fois on est ceux qui l'utilisent c'est le moins bien. Ça, c'est un paradoxe un peu, c'est un paradoxe français, hein, c'est qui s'explique par la qualité en fait de nos bases de données qui sont mises à disposition, et la nécessité de ne pas construire nos propres bases de données. Le problème actuellement, c'est qu'on est dans un renversement c'est de tendance où on doit intégrer les questions qui sont liées donc, au changement climatique, à l'adaptation donc, au changement climatique, et on a très peu de bases de données, et on a la nécessité donc, de construire de nouveaux indicateurs, c'est de nouveaux indices qui vont c'est, nous permettre c'est de répondre donc, aux futurs challenges de l'aménagement hein, dans les 5 prochaines années. Et donc là, on a cette nécessité d'intégrer celle spatiale. L'autre point qui, à mon avis, est fondamental, c'est cette nécessité aussi de suivi de la transformation des territoires sur des temps beaucoup plus courts. Alors bien sûr, hein, on n'est pas comme notre collègue c'est taïwanais, hein, on a vendu des systèmes depuis 20 ans aux Taïwanais, où ils ont un suivi qui est fait sur 24 heures, ou alors même sur New York, où les bases de données sont mises à jour chaque 3 heures au minimum. Et puis, paradoxalement, donc en Arizona, il n'y a pas de mise à jour depuis 70 ans. Donc, on est dans cette logique-là, et c'est pour ça qu'on a cette réintroduction donc du spatial. Et c'est vrai que cette tradition de la télédétection appliquée à l'aménagement, moi, je l'ai surtout vue quand j'étais sur Paris, avec des collègues donc parisiens. Il y a aussi un atelier qui fonctionne très bien, ce sont les collègues strasbourgeois, hein, à travers là où ils ont une très forte utilisation de la télédétection, c'est pour l'aménagement. Voilà. Très bien, Ouais. Voilà merci. de ce que je connais. Merci. J'ai vu que tout à l'heure, je pense que c'était Christine qui levait la main peut-être pour répondre à la question, ou je me suis trompé. Christine. Oui, c'était Oui. juste pour apporter un petit une réponse sur un exemple d'utilisation de la télédétection par les territoires qui est assez répandu. C'est l'utilisation des images satellitaires pour la production de bases de données d'occupation des sols. Euh, Absolument. voilà, donc c'est des outils hein, qui sont très importants aujourd'hui pour notamment appliquer un certain nombre de mesures en lien avec l'artificialisation des sols et des territoires. Et donc, il y a un certain nombre de ces produits qui ont été commandés par des collectivités dont elles disposent aujourd'hui de nombreux millésimes, ce qui leur permet Absolument. d'analyser des évolutions. Alors, pas complètement encore de la prospective. Et puis, par ailleurs, donc, il y a l'opérateur national bien connu de tous, qui est l'IGN, qui produit sur le territoire français une occupation du sol qui s'appelle Oxol GE, donc occupation Absolument. du sol à grande échelle, qui utilise donc de la télédétection. Alors, on n'est pas complètement sur du satellitaire, on est aussi sur de la photographie aérienne, mais on est quand même dans du remote sensing, j'allais dire. Mais, et donc aujourd'hui, on va de plus en plus vers un mixte entre images satellites Les et photographies. photographie aérienne, voilà, pour produire ce type de produit en utilisant aussi du deep learning et de l'IA. Donc voilà, c'est des produits qui sont très 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 largement utilisés aujourd'hui et qui peuvent, par rapport à la question, être des exemples réussis d'utilisation de la télédétection. Oui, ben, Très ce bien. qu'il faut, c'est pour compléter, ce que je veux dire, c'est toutes les données qui sont, ou la majeure partie de ces données qui sont construites, c'est par l'IGN, ben, sont construites à partir de photographies aériennes, de toute façon, Très bien. ou d'images satellites. Je vais être obligé de nous arrêter dans cette discussion. Merci beaucoup pour cette intervention, Sébastien, et pour la réponse à la question qui ouvre aussi des questions et des réflexions qu'on pourra aussi aborder durant la table ronde cet après-midi.